Bonjour et bienvenue, première leçon du module. Je dois essayer de faire des séries, selon des séries, de faire des explications simplifiées des modules du dessin de bâtiment. Donc le premier module que j'ai choisi pour la première leçon, c'est le module 13, module d'étude de coffrage et de ferraillage des éléments porteurs. Donc je dois essayer de commencer par le nom. D'ailleurs, il y a l'étude et compose de quoi? L'étude de coffrage et de ferraillage. Donc il y a le mot coffrage, il y a le mot de ferraillage. Le coffrage du mot coffre, coffrer quelque chose, c'est-à-dire un moule ou bien les dimensions d'un élément. Donc là aussi il y a ferraillage, donc le mot vient de fer, donc le fer ou bien l'acier. Ferraillage, l'acier, c'est-à-dire un élément de quoi? Des éléments porteurs. Donc au bâtiment il y a des éléments porteurs, il y a des éléments non porteurs, ou bien si on veut bien préciser, on peut dire la structure d'un bâtiment par exemple. Donc je prends donc chapitre 1, détermination, bien déterminer la section des armatures des éléments sollicités en compression simple. Comme exemple, poteau. Je peux utiliser un poteau comme exemple. Donc les indications générales sur les règles du BAEL, c'est-à-dire béton armé aux états limites. Donc béton armé, donc là c'est un assemblage entre le béton et l'armature. On va savoir après que le béton a des caractéristiques spéciales, ainsi l'armature et l'assemblage dans un élément avec une résistance. On va avoir dans les prochains chapitres. Donc l'introduction, je préfère toujours commencer avec c'est déterminer les éléments porteurs dans le bâtiment. Donc les éléments porteurs dans le bâtiment, on commence en haut, on trouve par exemple plancher qui peut être avec des éléments creux comme les ordées, avec les poitrines préfabriquées. Après, ou bien la dalle plein avec ferraillage en béton armé. Après l'élément de la dalle, il y a des poutres, car la charge sur la dalle se transmet par les poutres. Après les poutres, il y a des potons. Après les potons, il y a en bas le semelle qui transmet ou bien qui répare les charges sur le sol. Il faut savoir si le sol est rigide pour supporter les charges. Et là, on parle sur la détermination des types de semelles qu'on peut faire, qu'on peut choisir pour répartir les charges sur le sol. Et aussi le sol peut être porteur avec une contrainte bien définie, une résistance bien définie avec le laboratoire dans l'étude géotechnique.
on prend vers notion des états limites. On appelle état limite un état particulier au-delà duquel l'ouvrage ou un de ces éléments ne satisfait plus aux conditions pour lesquelles il a été construit. C'est-à-dire l'état limite, c'est un état particulier que l'ouvrage, c'est-à-dire l'ouvrage, par exemple la semelle ou bien le poteau, il ne joue plus son rôle. Donc là, ce sont des conditions qu'il faut satisfaire pour dire, par exemple, voilà, il y a un poteau. On dit par exemple, voilà, c'est bon, il y a un poteau qu'on a déterminé, on dit qu'il doit supporter tel de charge, 1 tonne, 2 tonnes, 15 tonnes, etc. Donc là, si on dit l'état limite, c'est-à-dire qu'on ne peut pas le dépasser. Autant qu'on dépasse, il aura des dégâts. D'accord. C'est un état qui satisfait strictement aux conditions de la stabilité, la résistance, la déformation non nuisible, la stabilité, c'est-à-dire il n'y aura pas de glissement, il n'y aura pas de renversement, il y aura une résistance de l'élément ou bien de l'ouvrage. La déformation non nuisible, c'est-à-dire la déformation interne qui se passe à l'intérieur, qu'on ne peut pas voir à l'œil. Sous l'effet des actions. Voilà, tout ça, c'est sous l'effet des actions. La force, vous connaissez tout, le moment, couple d'une force, etc. Donc on distingue deux types d'états limites. Il y a l'état limite ultime, il y a l'état limite du service. L'état limite ultime, il correspond à la valeur maximale, voilà, la valeur maximale de la capacité portante, dont le dépassement équivaut à la ruine de la structure, c'est-à-dire une valeur maximale de la capacité portante. En cas, si on dépasse, il aura l'équivalent, c'est la ruine, la chute de la structure. Donc on parle là, par exemple, je donne un exemple simple. Si j'ai une table qui peut supporter par exemple 1 tonne, en cas si je dépasse 1 tonne, je mets 1 tonne et demi, il y aura une fissuration de cette table. On va détruire cette table, c'est-à-dire il y a une valeur maximale de la capacité qu'il ne faut pas dépasser. Donc dans les limites ultimes, il y a limite de l'équilibre statique, c'est-à-dire pas de renversement, pas de glissement. Renversement et de glissement. Donc l'état de la résistance de chacun des matériaux. Donc vous savez bien que la résistance du bois, c'est pas la résistance d'acier, c'est pas la résistance de béton, c'est pas la résistance de plastique, c'est pas la résistance de verre. Donc chaque matériau a une résistance, et là on parle d'éviter, pour utiliser des matériaux pour éviter la rupture de la section critique de la structure, la rupture ou la fissuration ou bien la déformation du site matériau, pour savoir quel matériau je peux choisir pour équilibrer la force qu'on a dans le bâtiment, qu'on a dans l'ouvrage, ou qu'on doit étudier bien déterminer. Donc la limite
de la stabilité de la forme. Là, on dit la limite de la stabilité de la forme. Si j'ai une forme verticale d'un poteau, par exemple vertical, il faut le considérer, ou bien le flambement, c'est un flambement, c'est la déformation qui se passe dans le poteau pour donner la forme comme ça. Donc il ne faut pas avoir le flambement d'un poteau. Il ne faut pas que se déforme. Je dois j'essaierai d'expliquer de quoi on dit un flambement. Un flambement, c'est-à-dire voilà, comme ça. Je dois exagérer un petit peu. Par exemple, comme ça, c'est un flambement. Un poteau, par exemple, j'ai un poteau. Là, j'ai exagéré. Avec une force verticale, il y aura une déformation de ce poteau. La déformation, c'est le flambement. Ça, on dit un flambement d'un poteau, ou bien la flèche d'une poutre ou une dalle. Par exemple, j'ai une dalle, par exemple, une dalle. Si on dit la flèche, c'est-à-dire la déformation de cette dalle, qui peut avoir une déformation tant que j'ai des charges, que j'ai dépassé des charges au niveau. Donc la limite du service, il concerne les conditions de bon fonctionnement, d'utilisation et de durabilité de l'ouvrage. Donc, état limite du service, c'est les conditions de bon fonctionnement pour que cet ouvrage fonctionne bien et avec une durabilité il faut répondre à l'ensemble des critiques qu'on doit prendre là. C'est la limite de la compression du béton. La limite de compression du béton, on va voir après que le béton résiste à la compression, mais mal résistant aux tractions. Les contraintes de la compression bornées par le règle BAL. Donc la compression, donc les règles BAL, on va voir après comment le béton résiste à la compression. Il y a limite de la déformation, limitation des flèches. Là, c'est des paramètres qu'on prend en considération pour éviter les flèches, pour éviter le flambement, etc. Limite d'ouverture des fissures pour éviter la corrosion trop rapide des aciers. Vous savez bien que dans un bâtiment ou dans un ouvrage, un poteau, une dalle, etc., si on a des fissurations, même si des petites fissurations, il peut influencer sur la structure du bâtiment tant que les aciers qui jouent un rôle très important dans le moment de la traction. Donc là, la corrosion de l'acier, c'est-à-dire la transformation de l'acier en présence de l'oxygène. L'action. Là, on passe pour déterminer dans un bâtiment, pour déterminer la structure, il faut d'ailleurs savoir qu'il y a deux types des actions. Il y a des actions permanentes et variables. Et on dit les actions ou bien les charges. Les charges permanentes qui sont toujours présentes ou bien les charges variables. On va voir en détail. Il s'agit de déterminer la nature et l'intensité des différentes charges ou actions qui agissent
sur une structure, en particulier sur l'un de ces éléments. Exemple, poteau, poutre, plancher, fondation, etc. Donc, il s'agit de déterminer la nature, d'ailleurs la nature, et l'intensité des différentes charges. C'est-à-dire l'intensité des différentes charges son rôle, ou bien si on dit l'influence de ces différentes charges qui agissent sur une structure et en particulier sur l'un de ces éléments. Par exemple, si on dit sur le poteau, bien sûr la poutre, est-ce qu'il peut résister ou pas? C'est ce qu'on va déterminer de la nature. C'est quoi? Par exemple, le poids propre, etc. Ça, on verra après. La démarche proposée. Analyse les actions permanentes et variables pour la combinaison des charges à l'état limite ultime ou à l'état limite du service. La combinaison des charges, il y a des combinaisons qu'on va savoir après avec des coefficients. On va se concentrer que sur deux types de combinaisons. La combinaison avec 1,35 G plus 1,5 Q ou bien G plus Q, sachant qu'il y a d'autres états limites ou d'autres coefficients qu'on peut prendre en considération comme la neige par exemple, ou bien les conditions climatiques, et ça c'est dans les règles et les normes françaises qui sont bien détaillées et on verra après. Utiliser les extraits des normes et des fiches techniques des fabricants qui indiquent le poids volumique ou surfacique, les charges d'exploitation. Là, il faut prendre en considération les normes et les fiches techniques. Par exemple, si on dit là le poids volumique, on dit poids volumique de béton armé. Le poids volumique, par exemple, d'une pierre, telle basalte, etc. Donc, les charges d'exploitation, si on parle de l'exploitation imbérant, c'est pas la même chose comme un local réservé pour les bureaux, c'est pas comme un local par exemple public comme hôpital, école, etc. Donc les charges d'exploitation varient avec un local par exemple d'habitation, un ouvrage qui est réservé, donc il y a une différence. Évaluer les charges sur les éléments porteurs compte tenu du cahier de charge. Évaluer les charges sur les éléments porteurs compte tenu du cahier de charge. Ça, cette phrase sera claire après. Donc, les actions permanentes, ils sont notés G. Donc là, on va prendre en considération. On met G et ont une intensité constante ou très peu variable dans le temps. C'est-à-dire que les charges permanentes sont toujours présentes. Ou très peu variables dans le temps. Donc là, on ne peut pas dire, donc il n'y a pas un changement, il n'y aura pas un changement de l'intensité. Par exemple, le poids propre de la structure, le poids propre d'un poteau même. Le poteau, avant de supporter la dalle ou la poutre, il se porte son poids propre même. Les actions permanentes, poids de cloison, revêtement de sol, poids des machines. Là, des machines, si on dit poids des machines, c'est pas toujours un poids fixe. Mais si on dit maintenant dans une usine, 10 usines par exemple, il y a des poids des machines qui est toujours permanent
qui ne changent pas, qui sont des machines fixées. Je ne parle pas des machines mobiles, etc. Il y a les possédataires ou les pressions dits liquides. Les possédataires, par exemple, au niveau de fondation, un mur de soutènement, les caves, ou bien les pressions des liquides, les réservoirs, piscines, etc. Attends, c'est bon. Il y a des actions variables. Elles sont notées Q, long, et ont une intensité qui varie de façon importante dans le temps. C'est tout à fait différent que les actions permanentes. On dit que il y a une variation très importante dans le temps. Il comporte les charges d'exploitation, par exemple charges dues au poids des utilisateurs ou des matériels utilisés. Nos charges permanentes, nos charges propres par exemple, c'est une charge d'utilisateur. Comme utilisateur, donc il y a une variation. On peut avoir dans cette salle par exemple 20 personnes, on peut avoir 30 personnes, on peut avoir moins, c'est-à-dire il y a une variation dans le temps. Aussi, les matériels utilisés, les tables, les ordinateurs, machines à laver, etc. Donc là, il y a une variation dans le temps. Aussi, il y a des charges climatiques, les charges dues au vent et la neige. Là, ce sont des charges variables. La neige ou bien le vent. Donc là, c'est un changement. Il y a les effets dus à la température, effets dus à la dilatation ou à la dilatation ou la retrait. Le retrait, on dit dilatation d'un matériau, dilatation c'est-à-dire large avec le temps, avec la température, ou bien un retrait aussi avec la température basse. Il y a action accidentelle. Ils se produisent rarement. Donc c'est pas toujours, mais c'est rarement et d'une façon instantanée. Exemple, les séismes, les chocs des véhicules au bateau, l'explosion. Ça, ce sont des actions accidentelles. Les séismes, les chocs des véhicules avec un mur et un bâtiment, vous savez, c'est rare, mais il faut prendre en considération pour éviter la ruine d'un bâtiment. Après, la combinaison des actions. Là, on va essayer de parler, de préciser ou de focaliser sur deux types de combinaisons. La combinaison pour les poteaux, cas de poteaux, dans le cas le plus courant, poteaux de bâtiment, d'angle et de rive intérieure, etc. L'unique combinaison d'actions à considérer est 1,35 J plus 1,50 Q. Cas de fondation, plancher et poutre, on utilise les deux, l'état limite ultime et l'état limite du service. Mais pour le poteau, on calcule en dimension que dans le cas de d'état limite ultime. Donc on continue pour la séance prochaine, Inch'Allah.